Bienvenue à cette première émission de la série Le Savais-tu? Ma mission sera de vous faire découvrir des petits trésors qui se cachent dans la région du Kamouraska parce que peut-être vous ne connaissez pas tout de votre région, ça se peut. Comme par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a une créatrice de souliers vegan au Kamouraska? Non? Alors c'est pourquoi l'émission existe! Isabelle Carrière m'attend à la Maison Chapelle, juste derrière moi, pour nous présenter sa collection de souliers vegan. Alors suivez-moi si vous voulez en connaître davantage! Alors, je suis en compagnie d'Isabelle Carrière, la créatrice de souliers vegan. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je suis tellement contente de te rencontrer parce que ça fait quelques mois déjà que j'entends parler de tes créations, des souliers vegan. Oui. Bon, c'est sûr, de prime abord, je me dis, mais qu'est-ce que c'est des souliers vegan? Est-ce que, premièrement, ça se mange? Non, ça se mange pas. mais tout d'abord, là, avant vraiment d'aller dans le vif du sujet, là, les souliers vegan, pourquoi tu es allée dans la création de souliers? D'où ça sort, d'où ça vient, cet intérêt-là? Je pense que ça vient comme beaucoup d'entreprises d'une recherche en tant que consommatrice avant tout parce que j'ai commencé il y a quelques années à être plus attentive à l'impact de mes achats, surtout en mode. Et j'ai réalisé que dans le soulier, il y a plein de belles initiatives qui se font. Il y a plein d'entreprises super tripantes qui mettent en marché des beaux produits dans le vêtement, dans les sacs à main, tout ça. Mais le soulier restait encore un peu, pas mis de côté, mais tu sais, personne qui avait relevé le défi vraiment au niveau des chaussures. Ou d'y penser tout simplement. Ou peut-être. Bien, je pense que l'idée était là, mais peut-être moi, j'avais la naïveté de ne pas connaître à quel point il y a des défis qui viendraient avec ça. Donc, j'ai décidé de m'y lancer parce que je cherchais des chaussures qui étaient à la fois véganes et éco-responsables. Et ça, c'est quelque chose que j'avais énormément de difficultés à trouver parce que des chaussures véganes, on reparlera de c'est quoi une chaussure végane, là, mais souvent, c'est fait en polyuréthane, en PVC, en plastique, des matériaux qui sont tout sauf éco-responsables. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, j'avais l'impression de toujours devoir choisir entre mes valeurs quand j'arrivais pour acheter une chaussure. Puis ça me mettait de plus en plus inconfortable. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas, je vais relever le défi puis je vais les créer, ces chaussures-là que je cherche. Mais là, avant de te lancer dans la création de souliers, c'est quoi ton parcours? Est-ce que tu as étudié en mode? Est-ce que tu es allé justement à la création de vêtements? C'était quoi ton parcours professionnel, là, disons, avant de te lancer dans le soulier? J'ai commencé des études en commercialisation de la mode que j'ai pas terminées parce que je trouvais pas en fait ce que je cherchais là-dedans. Je me suis en allée au bac en mode à Montréal, après ça en communication pour finalement atterrir en administration tout court. Je me suis dit, bon, moi je sais qu'un jour je veux lancer mon entreprise, ça me parle de façon incroyable de partir de zéro puis de bâtir quelque chose. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. C'est viscéral. Là. Oui, ça me fait triper ça, de bâtir à partir de zéro. Ça a toujours été le cas. Donc, je savais qu'un jour, je bâtirais une entreprise. Tu savais pas laquelle? C'est ça. Mais il y en avait une, là. Il y en avait une qui s'en venait quelque part. Donc, je me suis dit, bon, ben, je sais pas pourquoi c'est important pour moi d'aller à l'université. J'avais toujours eu cette vision-là de mon parcours. À ce point-là, c'était très certainement de l'entêtement. Mais bon, je me suis dit, je vais m'en aller en administration, je vais avoir un bac, je vais partir ma business. Et comme de fait, quand je suis sortie de l'université, j'ai fait un programme qui s'appelle Startup Fuse à la fin de mon bac, qui est un genre de bootcamp entrepreneurial. Et j'ai rencontré deux filles magnifiques avec qui j'ai démarré Femme Alpha, qui a été comme ma première expérience en entrepreneuriat. Et c'était quoi, Femme Alpha? C'est une plateforme web en ligne et hors ligne, en fait,
dont le but était simplement de mettre en lumière des femmes qui étaient entreprenantes, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient ou qui étaient juste entrepreneurs, ou juste de mettre en lumière des femmes inspirantes, puis de s'entraider entre femmes, de favoriser la collaboration homme-femme dans les milieux de travail. Donc, tout ça qui était une très, très belle mission. Ben oui! Ça m'a donné comme un premier goût de l'entrepreneuriat, puis ça l'a vraiment été... Je savais que j'avais la piqûre, mais ça l'a confirmé vraiment ce que j'aimais faire. Puis là, j'ai voulu aller prendre de l'expérience. Donc, je suis allée travailler en marketing chez Berger, qui est une entreprise de la région, les Tourbières Berger. Ben oui! Puis, on connaît tout ça. Ben voilà. Donc, j'ai travaillé là pendant 1 an. Puis là, vraiment, je sentais que autant j'ai appris, autant l'entrepreneuriat me manquait. Donc, à ce point-là, je me suis arrêtée. J'ai pris le temps de faire un état de la situation, puis de regarder où sont mes passions, quelles sont mes valeurs, de quelle façon je vais avoir un impact. Parce que ça aussi, c'est très important pour moi de pas... d'avoir une entreprise, oui, mais tu sais, pour vraiment être capable de la tenir, parce que tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile, puis pour être capable de la tenir vraiment, puis de... Tu es très passionné, hein? Voilà, donc pour moi, c'était important d'avoir un impact, ça me drivait beaucoup. Donc, c'est ça, j'ai regardé où sont mes passions, quel impact je vais avoir, de quelle façon je peux mettre tout ça ensemble et c'est quoi l'entreprise que ça donne. Et de fil en aiguille, j'ai abouti sur Auguste Villa. Ben oui, justement, Auguste Villa, mais peut-être qu'on peut en parler tout de suite. Là. Oui. Auguste Villa, moi, je trouve que ce nom-là, moi, je pense au voyage, je pense aux vacances, Oui. je pense vraiment là, à une petite maison à louer sur le bord de la mer. Là. Je ne sais pas si c'est un bon lien que je fais. Moi, ça me fait penser à ça, Auguste Villa. C'est pourquoi ce nom-là? Je vais t'expliquer comment j'en suis venue à Auguste Villa. Pour moi, en fait, je revenais toujours à Auguste Villa, puis le nom m'est venu avant de savoir comme pourquoi j'aimais autant ce nom-là. Parce que quand on cherche un nom d'entreprise, tu sais, on s'apprête à lancer une entreprise dans le monde, on veut la nommer, ce n'est pas une tâche facile, tu sais, de trouver le bon nom pour présenter ce qu'on fait, puis que ça l'amène, tu sais, tout nom d'entreprise amène un genre de feeling, un genre d'état d'être, un esprit. Il y a quelque chose qui vient avec le nom d'une entreprise. Comme dans tout bon brainstorm créatif, je me suis ouvert une bouteille de vin puis je me suis dit, bon, ben let's go, j'écris tout ce qui me vient en tête parce qu'on est toujours plus créative avec un verre de vin à la main. Ben oui. Donc c'est ça. Donc, je me suis mis à tout écrire puis je revenais toujours à Auguste Villa. Donc, je me suis arrêtée pour me dire, mais qu'est-ce qui me parle tant dans ce nom-là? Puis j'ai réalisé que l'image qui me revenait toujours en tête quand je disais Auguste Villa, c'est une belle maison de campagne par une belle journée du mois d'août, de la fin d'été, avec une grande terrasse, une grande table, plein de beau monde qui passe un bon moment. Puis ça, cette image-là m'inspirait tellement. C'est ça, c'est le feeling que je voulais qu'il vienne avec ma marque. OK. Puis encore aujourd'hui, c'est une image qui reste collée pour moi à Auguste Villa puis qui m'inspire encore. Puis c'est l'esprit que je veux qu'il vienne avec la marque. Donc, c'est tout simplement comme ça que c'est venu. Puis quand on regarde tes photos là, sur les réseaux sociaux, bien, les photos aussi marchent, je ne veux pas employer un anglicisme, mais fonctionnent bien avec ce nom-là aussi. Oui. Si on regarde les photos que tu montes tes souliers, évidemment, mais dans un décor un peu comme... C'est très Dolce Vita. Ouais, genre... C'est très, très Dolce Vita. Mais en tout cas, on va montrer les photos à l'écran, puis on va voir aussi un peu l'esprit là, de ce nom-là. Et on va prendre une petite pause, oui. Isabelle, et après, de retour, on va parler vraiment des souliers véganes. Qu'est-ce que c'est? Parfait. La petite histoire du lacet de chaussures. Le 27 mars 1790, le brevet du lacet de chaussures moderne est attribué à Harvey Kennedy. Bien que cette invention existait depuis des siècles, elle lui rapportera quand même 2,5 millions de dollars pour des petits bouts de ficelle et des attaches de cuir. On ne peut pas dater les premiers lacets avec précision, mais on a retrouvé des chaussures en peau de serre et des lacets en fil d'écorce au pied d'un homme de l'âge de bronze gelé sur le glacier de Similon. Même si les chaussures ne se conservent pas bien, on sait que nos ancêtres ont porté des lacets en cuir, en coton, en chanvre et en écorce.
Alors, on est de retour avec Isabelle Carrière pour nous parler de son entreprise Auguste Villa, la création de chaussures véganes. Alors, Isabelle, là, on va parler vraiment des chaussures véganes. Quand on parle de chaussures véganes, là, explique-nous le concept, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tellement simple. C'est juste une chaussure qui ne contient aucune matière animale. OK. Vegan, peu importe à quoi ça s'applique, c'est tout simplement ça. Donc, dans ma chaussure, il n'y a aucune matière animale dans n'importe quel des matériaux. Et je le précise parce que j'ai appris dans les derniers mois, très proche de la production, ce qui m'a donné des petites, je ne vais pas dire des petites chaleurs, là, mais qui m'a fait des petites peurs. Oui. Je rencontre un fournisseur avec qui j'aimerais travailler et je remarque que dans la description de ces matériaux, on parle de semelles ici, dans la description des matériaux qu'ils utilisaient dans ces semelles, certains étaient identifiés véganes, d'autres n'étaient pas identifiés véganes. Et là, moi, quand on parle de caoutchouc recyclé ou de plastique biodégradable, tu sais, on ne parle pas de cuir. Pour moi, j'étais comme, ben non, je suis en train de me faire avoir, là, de me faire dire, ah, ça, c'est vegan. Tu sais, je pensais me faire prendre, moi, là, dans un coup marketing, tu sais. OK. Et je leur ai posé la question et ils m'ont expliqué que, en fait, c'est que le pigment qui est utilisé, par exemple, dans leur cuir, pas dans leur cuir, pardon, mais leur caoutchouc recyclé, Oui. le pigment qui est utilisé contient de la graisse animale. OK. Donc là, tu sais, des fois, on se dit, ben oui, j'ai pas de cuir dans ma chaussure, une semelle en caoutchouc, c'est vegan, c'est parfait. Mais non, j'ai appris que voilà, que ça pouvait se cacher à des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Et ça m'a fait une petite frousse. Puis là, j'ai appelé mon fournisseur avec lequel je travaillais en panique pour être sûre qu'il n'y avait pas de matière animale dans ces pigments. Tout ça, finalement, on était correct. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Tout OK. était beau. Mes chaussures sont véganes. D'accord. Mais tout ça pour dire que j'ai appris qu'il y a des endroits qu'on ne soupçonnerait Ben oui. pas où se cachent des matières animales. Puis il faut être prudent, hein, parce que quand on vend notre produit en tant que 100% vegan, puis qu'on se rend Absolument. compte que là, tu as de la graisse animale, bien là, tu sais, Absolument. tu veux quand même pas entacher ton entreprise pour une Non. erreur comme ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut être prudent. Oui. Puis la première chose que j'ai faite quand j'étais au Portugal, je faisais beaucoup de stories sur Instagram pour tenir au courant les gens qui me suivaient sur Instagram de comment tout se passait puis tout ça. Et puis là, ce soir-là, je suis arrivée chez nous puis j'étais comme... Sachez que je viens d'apprendre ça. Je veux être super transparente. Pour moi, c'est super important d'être transparente. Donc, j'ai été super transparente. J'étais comme, je vérifie, je vous reviens avec la réponse. J'étais vraiment contente que finalement, tout était correct. Tout était beau. Mais oui, on veut pas dire quelque chose puis faire quelque chose d'autre, avoir l'impression de tromper les gens. Mais là, tu as parlé du Portugal parce que c'est pas ici que les souliers que les souliers se font, hein, se fabriquent. Tu vas au Portugal. Pourquoi le Portugal? Pourquoi pas ici? Explique-nous un peu pourquoi. Ici, dans le type de chaussures que je fais et à l'échelle que je le fais, c'était pas quelque chose qui était réaliste. C'est tout simplement dans les quantités qui sont produites ici, les minimums à respecter, j'avais pas la capacité avec les industries qu'il y avait ici. Là. Voilà. Et au-delà de ça, pour moi, c'était très, très important. Il y avait plusieurs choses, en fait, qui étaient importantes à respecter dans ma production. Une de ces choses-là, c'est que ma chaussure reste abordable, dans un certain sens, de ne pas tomber dans le haut de gamme. Donc, je voulais que mon coût de fabrication soit raisonnable. Et en allant au Portugal, ça me permettait d'avoir un coût de fabrication qui était un petit peu plus bas parce que le coût de la vie là-bas est un petit peu plus bas. Mm-hmm. Mais aussi, ce qui fait que je peux investir davantage dans les matériaux, ce qui est un gros plus parce que je vais beaucoup plus loin dans les matériaux que plusieurs entreprises sur le marché. Et les matériaux, tu les trouves au Portugal. Là. Voilà. Donc, il n'y a pas de voyagement aussi. Ça c'est une autre chose. Dans ta philosophie d'entreprise. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Le Portugal me permettait d'avoir accès à des fournisseurs de proximité. Donc, la très, très grosse majorité de mes fournisseurs sont autour de mon fabricant, ce qui fait que je limite beaucoup le transport. Puis voilà, ça améliore l'impact écologique aussi de ma chaussure. Puis en même temps, tu crées de l'emploi là-bas aussi, dans un sens. Ça. Est-ce que tu vas les voir, ces fabricants-là? Est-ce que tu vas
au Portugal de temps en Oui. temps, voir comment ça se passe, parce que tu veux aussi que ça soit tu sais, éthique, professionnel. Hein? Oui. Tu veux pas non plus que ça soit fait par n'importe qui ou Absolument. tu sais, puis que ça soit mal payé, par exemple. là. C'est sûr Absolument. qu'au niveau de tes valeurs, ça doit rentrer en compte, tout ça. Là. Puis c'est un excellent point que tu apportes parce que le Portugal me permettait aussi, d'avoir confiance dans les lois et dans l'application des lois sur le travail. Ça me permettait de me rendre sur place. J'essaie de ne pas y aller trop souvent parce que je veux quand même limiter mes déplacements. Donc, j'y vais seulement quand c'est bien planifié et que je dois y être. Mais ça me permet aussi de m'assurer que, justement, les valeurs que j'ai sont respectées et que je travaille avec des partenaires qui ont les mêmes valeurs que moi, que ce soit au niveau de la responsabilité environnementale ou de la responsabilité envers les travailleurs. Et au-delà de ça, comme quand je suis allée pour la première production, j'ai pu assister à chacune des étapes de production parce que souvent, dans le milieu de la chaussure, il y a beaucoup de sous-traitance qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines étapes de la manufacture qui sont données en sous-traitance, par exemple, au Moyen-Orient ou en Asie. Et à ce moment-là, c'est pas aussi facile de s'assurer que nos valeurs sont respectées. Puis là, je ne vais pas m'embarquer dans tout ça, mais il y a beaucoup de sous-traitance qui est faite à des familles, s'assurer que les enfants ne sont pas impliqués là-dedans. Bon, oui, tu voulais que ça soit vraiment correct. C'est ça. Là. Donc, ça me permet de m'assurer que tout est fait vraiment au Portugal, que c'est pas juste la semelle qui est collée là tu sais. Puis de m'assurer que, voilà, que tout est fait en respect avec les valeurs de l'entreprise. Mais est-ce que ça a été long pour toi, le processus de trouver un fabricant au Portugal quand même? Tu sais, il faut le faire, là. Tu as commencé à regarder ici, OK, Oui. ça marchait pas. Là, tu te dis, bon, bien, on va regarder ailleurs. Ça a été quand même par contact ou parce que tu étais là au bon moment? Non, il y a définitivement de la recherche derrière tout ça. Tout le monde n'a pas un site web nécessairement comme ici, donc j'ai fait autant de recherches que j'ai pu ici, puis je suis partie avec quelques rendez-vous. Puis de fil en aiguille, d'une personne à l'autre, je suis arrivée à rencontrer les gens avec qui je travaille, qui sont des partenaires extraordinaires que j'adore. Mais c'est vraiment en étant là-bas, en cognant aux portes. Ah puis ouais. là, encore une fois, on trouve nos partenaires. Mais là, c'est d'apprendre à travailler ensemble. Donc, une fois que je suis revenue ici, j'ai été comme 1 mois au Portugal à vraiment cogner à des portes, puis d'un contact à un autre, arriver à trouver mes partenaires, mes fournisseurs, puis mon fabricant. Et une fois revenu, ben là, c'est bon. On apprend à travailler ensemble. Oui. On n'a pas le même rythme, hein? Non, pas du tout! Hein? Chaque pays a sa propre culture, sa façon de faire. Fait que ça aussi, c'est un autre processus. Oh mon Dieu, oui! Puis on se ressemble énormément au niveau de notre culture, dans le sens qu'il y a des valeurs familiales qui sont très, très fortes. Bon, tu sais, on se comprend très bien, mais dans la façon de travailler, on a des rythmes qui sont très différents. Donc, au départ, je devais lancer au printemps 2019. Mais là, avec justement cette réalisation-là des délais qui se travaillent pas de la même façon, on a dû retarder un petit peu la sortie. Puis s'en aller plutôt vers une première collection qui était à l'automne. À l'automne. Alors, on va prendre une petite pause, Isabelle, parce qu'au retour, là, c'est le ça moment, c'est la cerise sur le gâteau. On va voir tes superbes créations, Isabelle. Donc, reste avec nous. La petite histoire du talon haut. L'apparition du talon haut ne date pas d'hier. À l'époque de l'Égypte antique, alors que la majorité de la population n'avait pas de chaussures, ils avaient donc les pieds nus, les bouchers avaient l'habitude d'en porter pour éviter de marcher dans le sang. Ces modèles de chaussures apparaissaient dans les murs de certains tombeaux égyptiens. L'aspect pratique du talon haut a ensuite été adapté par les cavaliers, car ce type de soulier leur assurait une meilleure stabilité dans les étriers. Petit à petit, ce style de chaussure est devenu un accessoire mode chez les nobles, autant chez la femme que chez l'homme. Les chaussures à talons hauts se sont ensuite démocratisées auprès de toutes les classes sociales. Et maintenant, ce n'est qu'une question de goût si nous en portons ou non. Alors, on est de retour avec Isabelle Carrière. Et là, comme je l'ai dit tantôt, c'est la cerise sur le Sunday parce qu'on a tes belles créations ici. Oui! Bon, tu avais des chaussures déjà dans les pieds, là. Peut-être qu'on n'avait pas porté tant attention à ça, mais quand même, là, on voit vraiment tes beaux modèles. Bien, premièrement, là, on va se le dire, là,
C'est vraiment magnifique. Merci. Les couleurs sont belles, c'est à la mode en plus. Tout est... Ah, moi, là, les petites couleurs de semelle aussi, Oui. c'est super. Regarde, on le voit avec l'orange, il y a un peu de jaune, du jaune avec le gris. Donc, Il y a toujours une petite touche de couleur. toujours, c'est important pour toi. Oui. La petite touche. Oui, une petite touche de frivolité, une petite touche de bonheur. Là. Je trouve que c'est important. Je trouve que, tu sais, même si, tu sais, comme aujourd'hui, que je suis habillée plus sobrement, mais je trouve qu'il y a toujours, je sais pas, la petite ligne verte sur mon soulier. Mais oui. Je trouve que c'est comme un petit pop de soleil. Mais on peut être habillé quand même assez sobre et avec un soulier qui est plus flash, là, ça fait Absolument. un super beau style aussi. Absolument. Là. Puis ça fait partie de mon processus, si on veut, quand je l'écris, parce que dans ma vie de tous les jours, autant j'aime me préparer pour des belles soirées et tout, je suis très jeans, t-shirt comme fille. Et depuis toujours, évidemment, vous l'aurez deviné, je suis passionnée de chaussures. Mais ça a toujours été ma façon, j'aurais pas dire mais, j'aurais dire et ça a toujours été ma façon de finir un ensemble avec juste une chaussure qui vient faire une belle finition, qui vient mettre un petit pop de couleur. Fait que j'ai gardé cette personnalité-là dans la création. Dans la création. Et parle-nous un peu, bien justement, comment tu t'inspires. Là, on regarde un soulier, bon, plus plat, hein, moins talon haut. Quand on dessiner un soulier, comment on fait ça? Est-ce qu'on dessine le bas, le haut, en 3 dimensions? De quelle façon, là? Comme tu veux, comme tu le vois. Moi, je le dessine. Souvent, je pars d'une idée. Celui-là, c'est vraiment le dessus qui m'inspirait. Je savais quel style de chaussures que je voulais avoir. Je voulais que ce soit très minimaliste. Fermé, mais sans lacets, hein, parce qu'il n'y en a pas. Donc, mais il faut que ça tienne. Très minimaliste. Puis là, à partir de là, ben c'est ça, on finalise. Puis souvent, je pars d'une idée, je dessine une chaussure et je vais la modifier. Tu sais, cette chaussure-là, je vais la modifier à plusieurs reprises avant d'arriver au modèle final. Puis là, j'ai tout ça de tapisser sur mes murs, là, chaque variation de chaque modèle, dans chaque couleur à laquelle je réfléchis, puis tout ça. Puis là, petit à petit, je me rapproche du modèle final. Du modèle final. Mais là, étant donné que c'est au Portugal qui font c'est ce qui fait la confection au Portugal, tu reçois ton premier soulier et là, tu vois un peu à quoi il ressemble. C'est sûr que le prototype, il y a toujours des ajustations à faire et c'est tout sauf sexy. Un prototype, c'est beige, c'est fait avec, c'est du canevas beige avec, il n'y a pas de couleur. Il n'est pas comme ça, le premier modèle que tu reçois, là. Non, exact. Moi, ça me fait penser à une chaussure d'ancien temps qu'on verrait dans un musée, là, vraiment sans couleur, sans saveur. Mais ça nous permet de voir, par exemple, cette couture-là. Est-ce qu'il est confortable? Ou oui, absolument, au départ. Puis au niveau du design, de dire, OK, est-ce que la couture passe au bon endroit? Est-ce que quand je marche, est-ce qu'il y a des points de friction qui me rendent inconfortable? Est-ce que la couture ici a été faite trop haute, pas assez haute pour que ce soit facile à enfiler, mais que ça tienne bien le pied? Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'il sorte non plus quand on marche. Le nœud, est-ce que c'est comme ça que moi, je l'avais vu? Est-ce qu'on s'est bien compris sur comment faire le nœud? Donc, toutes ces petites questions-là, les prototypes nous permettent de faire les petites corrections pour s'assurer qu'on se comprenne bien avant de tomber dans l'échantillon qui, lui, va vraiment être en tout point ou presque identique à la chaussure finale. Et après, une fois que ça a passé le test, là, disons, là, tu l'as essayé, tu l'as mis, tu l'as regardé, tu l'as, j'imagine, très décortiqué, là, parce qu'avant de passer ta commande finale, il faut que tu t'assures... Et je les ouvre parce que je veux être sûre que les matériaux qui sont à l'intérieur, c'est les matériaux que je veux utiliser, les matériaux que j'ai demandé qu'on utilise, parce qu'une fois que le design, que le dessin est fait, c'est bien beau, mais il y a tout le côté technique. Donc, chaque chaussure a sa fiche technique qui est comme mon moyen de communication avec les gens qui les fabriquent. Donc, moi, j'ai un tableau où chaque détail, tu sais, la couture, est-ce que je veux que ce soit tel type de couture, quel fil utiliser pour faire la couture, quel matériel je veux que ce soit, c'est qui le fournisseur, c'est quoi la référence de ce fournisseur-là. Chaque détail, c'est vraiment notre façon de communiquer ensemble.
Puis j'imagine que, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'imagine que c'est la langue anglaise hein, que vous utilisez pour bien communiquer ensemble, à moins que tu parles le portugais. Pas encore. Pas encore? J'ai l'ambition d'apprendre cette langue qui est magnifique. Je suis pas encore rendue là parce que c'est pas non plus facile à apprendre. Ce qui est surprenant et que j'ai découvert, c'est qu'au Portugal, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Parce que il y a plusieurs années de ça, le français était appris comme nous, quand on était jeunes, on apprenait l'anglais à l'école. C'était la deuxième Maintenant, c'est langue? l'anglais, mais avant, c'était le français. OK. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, surtout au niveau de la fabrication, qui, eux, parlent français. Ah, d'accord. Oui. Et j'imagine que ta clientèle est plus à Montréal, hein? C'est plus les villes, là, présentement, là, pour qu'en région? Oui, je vois. Bien, c'est sûr qu'ici, puis ça, je suis toujours tellement reconnaissante de ça parce que j'ai eu un super bel accueil de ma marque dans la région. Puis on s'en parlait un petit peu à caméra fermée. J'ai fait une boutique éphémère chez Mélusine et j'ai vraiment eu une super belle réception des femmes de la région. Mais c'est sûr qu'en ville, c'est là que le groupe m'a demandé pour l'instant. Donc oui, Montréal, puis rapidement l'Ontario, l'ouest du Canada. Puis en terminant, Isabelle, dis-moi, jusqu'où tu veux aller avec ton entreprise? Là? Ça serait quoi le summum là, du bonheur pour toi? Là? Oui, bien en fait, c'est tellement clair là où je veux aller. Je veux devenir une plateforme de référence pour les achats qui sont éthiques, qui sont éco-responsables, parce que la cliente présentement qui veut faire ce pas-là, ça implique beaucoup de recherche. Et c'est pas tout le monde qui a le temps de faire cette recherche-là pour trouver des articles qui sont à la hauteur de ses valeurs, mais aussi à l'image de son style vestimentaire. Donc, je veux simplifier cette tâche-là pour elle. Donc, je veux, diversifier l'offre de produits Augusula, donc aller plus loin que la chaussure. Et éventuellement aussi distribuer d'autres entreprises qui partagent les mêmes valeurs qu'Augusula pour qu'éventuellement ma cliente et les clientes de ces compagnies-là puissent tout retrouver sur une même plateforme et leur simplifier l'achat de produits responsables. Et voilà, c'est pas formidable cette rencontre-là. Merci beaucoup Isabelle. Merci vraiment à toi. là, t'es inspirante, t'es superbe, tes créations sont vraiment à couper le souffle. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçue. Bien, ça fait vraiment plaisir. Puis merci à la Maison Chappé, Hubert Desberges, qui a bien voulu nous ouvrir les portes. Absolument. Merci Isabelle. Merci.